En français, les mots construction ou écriture, par exemple, ont deux significations. Une construction est d'abord une action qui consiste à construire, par exemple, un bâtiment, mais c'est aussi un mot qui permet de désigner le bâtiment construit, c'est-à-dire le résultat de cette action. On peut donc dire qu'un bâtiment est une construction, mais aussi parler de la construction du bâtiment. De la même manière, le mot écriture peut désigner l'action d'écrire quelque chose, ou bien le résultat produit par cette action. De la même manière, le mot démonstration peut désigner l'action de construire un argument qui établit qu'une proposition est vraie, ou l'argument qui est le résultat de cette action. Cette distinction est essentielle quand on discute du rapport entre la notion de démonstration et la notion d'algorithme, c'est-à-dire sur les rapports entre le raisonnement et le calcul. Un résultat important de la théorie de la calculabilité, que l'on doit à Church et indépendamment à Turing, montre que l'action de démontrer une proposition ne peut pas être amenée à l'exécution d'un algorithme. En revanche, d'autres travaux, dus à Brouwer, Eyting et Kolmogorov, montrent que l'objet construit au cours de cette action, c'est-à-dire l'argument lui-même, est de nature algorithmique. Il n'y a donc aucune contradiction entre ces deux résultats, puisqu'ils parlent de deux choses différentes, l'un de l'action de démontrer une proposition, et l'autre de l'argument résultat de cette action. Pour comprendre cette nature algorithmique des démonstrations, commençons par nous poser les deux questions suivantes. La première de ces questions est celle de la manière dont on peut utiliser une démonstration de la proposition A et B. La réponse à cette question nous est donnée par les règles de déduction qui permettent de déduire une proposition de la proposition A et B. Et il y a deux règles de déduction qui permettent de le faire. La première nous indique que si l'on a déjà démontré la proposition A et B sous un certain ensemble d'hypothèses gamma, eh bien sous ce même ensemble d'hypothèses gamma, on peut déduire la proposition A. Et sans surprise, la seconde règle nous dit que dans cette même situation, on peut déduire la proposition B. Essentiellement, on peut utiliser une démonstration de la proposition A et B pour fabriquer une démonstration de A ou pour fabriquer une démonstration de B. La seconde question est celle de la manière dont on peut construire une démonstration de cette même proposition A et B. Et il y a ici une règle de déduction qui nous indique comment le faire. Pour démontrer une proposition A et B, il faut d'une part démontrer la proposition A et d'autre part démontrer la proposition B. Autrement dit, une démonstration de A et B se construit à partir d'une démonstration de A et d'une démonstration de B. Posons-nous maintenant les deux mêmes questions pour un autre objet qui est un couple formé d'une démonstration de A et d'une démonstration de B. Quand on a un couple formé d'une démonstration de A et d'une démonstration de B, la seule chose que l'on puisse faire pour l'utiliser est d'accéder au premier élément de ce couple, qui est une démonstration de A, ou au second élément du couple, qui est une démonstration de B. Un couple formé d'une démonstration de A et d'une démonstration de B s'utilise donc exactement de la même manière qu'une démonstration de A et B, puisque dans les deux cas, la seule chose qu'on puisse faire avec cet objet est de fabriquer une démonstration de A d'une part et une démonstration de B de l'autre. Demandons-nous maintenant comment construire un couple formé d'une démonstration de A et d'une démonstration de B. Eh bien, à nouveau, un tel couple se forme exactement comme une démonstration de A et B, c'est-à-dire, on doit d'abord trouver une démonstration de A, ensuite trouver une démonstration de B, et c'est ainsi qu'on peut former un couple formé d'une démonstration de A et d'une démonstration de B. Nous arrivons donc à la conclusion qu'une démonstration de A et B et un couple formé d'une démonstration de A et d'une démonstration de B se construisent de la même manière et s'utilisent de la même manière. Quand on a comme cela deux objets qui se construisent de la même manière et qui s'utilisent de la même manière, il est assez naturel de dire que ces deux objets ne sont en fait qu'un seul et même objet. Par exemple, si on imagine un objet qui se construit comme un couteau avec un manche et une lame, et qui s'utilise comme un couteau, c'est-à-dire qui sert à couper de la viande et à divers autres usages, il serait assez difficile de dire que cet objet se construit comme un couteau, s'utilise comme un couteau, mais n'est pas un couteau. Si deux objets se construisent et s'utilisent de la même manière, il est naturel de considérer que c'est le même objet. Cela nous amène à dire que les démonstrations d'une proposition A et B sont des couples formés d'une démonstration de A et d'une démonstration de B. Ce que nous avons dit pour la proposition A et B, nous pouvons dire quelque chose de similaire pour une proposition de la forme A implique B. Comment utilise-t-on une proposition de la forme A implique B? À nouveau, l'une des règles de déduction nous explique comment utiliser une démonstration de A implique B. Une démonstration de A implique B doit s'utiliser conjointement avec une démonstration de A, et cela nous permet de fabriquer une démonstration de B. Des propositions A implique B et A, on peut naturellement déduire B. Comment fabriquer une démonstration de A implique B? Les règles de déduction nous indiquent
indique que pour fabriquer une démonstration de A implique B, il faut fabriquer une démonstration de B, mais une démonstration dans laquelle on peut utiliser une hypothèse supplémentaire A. Posons-nous maintenant les mêmes questions pour un algorithme qui transforme les démonstrations de A en les démonstrations de B. La manière d'utiliser un algorithme qui transforme les démonstrations de A en les démonstrations de B est naturellement d'appliquer cet algorithme à une démonstration de A de manière à obtenir une démonstration de B. Un tel algorithme s'utilise donc exactement comme une démonstration de A implique B. Mais ce qui est plus surprenant, c'est qu'un tel algorithme se fabrique exactement comme une démonstration de A implique B. En effet, comment fabrique-t-on un algorithme qui transforme un certain objet en un autre? On suppose que le premier objet nous est donné, c'est l'argument de l'algorithme, ce sont les données auxquelles l'algorithme va s'appliquer, mais quand on écrit l'algorithme, quand on conçoit l'algorithme, on considère que ces objets sont donnés. Et donc, pour concevoir un algorithme qui transforme les démonstrations de A en les démonstrations de B, il faut supposer qu'il nous est donné une démonstration de A. Et c'est exactement ce que l'on fait quand, dans la règle qui nous explique comment fabriquer une démonstration de A implique B, on suppose une hypothèse supplémentaire, l'hypothèse A. Supposer que l'hypothèse A est vraie, c'est la même chose que de supposer que l'on a une démonstration de A qui nous est donnée. Que doit-on faire dans un cas comme dans l'autre? Eh bien, dans un cas comme dans l'autre, on doit fabriquer une démonstration de B. À nouveau, une démonstration de la proposition A implique B se fabrique et s'utilise exactement comme un algorithme qui transforme les démonstrations de A en des démonstrations de B, et on peut dire qu'une démonstration de A implique B est un algorithme qui transforme les démonstrations de A en des démonstrations de B. Illustrons cette idée par quelques exemples. Cherchons d'abord une démonstration de cette proposition P et Q impliquent Q et P et Q. Comme cette proposition est une implication, une démonstration de cette proposition doit être un algorithme qui prend en argument une démonstration X de la proposition P et Q et qui fabrique une démonstration de la proposition Q et P et Q. Cette démonstration doit être un couple formé d'une part d'une démonstration de Q et P et d'autre part d'une démonstration de Q. La démonstration de Q et P est elle-même un couple qui doit être formé d'une démonstration de Q et d'une démonstration de P. Maintenant, comment fabriquer une démonstration de Q à partir de la démonstration X de P et Q? Eh bien, cette démonstration est elle-même un couple formé d'une démonstration de P et d'une démonstration de Q. Il suffit donc de prendre la deuxième composante du couple pour obtenir une démonstration de Q, que l'on peut d'ailleurs utiliser plusieurs fois, et la première composante pour obtenir une démonstration de P. Dans cet exemple, X est un couple formé de deux composantes, A et B. La première est une preuve de P, la seconde est une preuve de Q, et on utilise la notation first de X pour désigner la première composante du couple, et la notation second de X pour désigner la seconde. Autre exemple, la proposition P implique Q implique Q. Une démonstration de cette proposition est un algorithme qui prend en argument une démonstration X de la proposition P et qui retourne une démonstration de la proposition P implique Q implique Q. Cette proposition étant elle-même une implication, sa démonstration est un algorithme qui prend en argument une démonstration de P implique Q et qui retourne une démonstration de Q. Comment fabriquer une démonstration de Q avec une démonstration de P et une démonstration de P implique Q, c'est-à-dire un algorithme qui transforme les démonstrations de P en les démonstrations de Q? Eh bien, il suffit d'appliquer cet algorithme F à l'argument X. Un cas particulier de cet exemple est le cas où P et Q sont deux fois la même proposition. Outre la démonstration que l'on a vue tout à l'heure, il y a une autre démonstration qui consiste, quand on a une démonstration X de P et F de P implique P, à simplement retourner la démonstration X. Une autre démonstration encore consiste à appliquer une première fois l'algorithme F à la démonstration X, ce qui fabrique une nouvelle démonstration de P, à laquelle on peut encore appliquer l'algorithme F, ce qui va fabriquer une troisième démonstration de P. Et on s'aperçoit qu'il y a une infinité de démonstrations de cette proposition, une où on applique 0 fois l'algorithme F à la démonstration X, une où on l'applique une fois, une où on l'applique 2 fois, une où on l'applique 3 fois, etc. Ces idées dues à Brouwer, Eyting et Kolmogorov dans la première moitié du XXe siècle ont été entièrement renouvelées dans la seconde moitié du XXe siècle, à partir des années 70, par Curie, Debrun et Howard, quand Curie, Debrun et Howard se sont intéressés au type que l'on pouvait donner à ces algorithmes. Appelons par exemple phi de A le type des algorithmes qui sont une démonstration de la proposition A. Le fait qu'une démonstration de A implique B soit un algorithme qui associe une démonstration de B à toute démonstration de A nous dit que le type des démonstrations de A implique B est le type des algorithmes qui transforment un objet de type phi de A en un objet de type phi de B, c'est-à-dire une démonstration de A en une démonstration de B.
Et quand on regarde cette équation, on s'aperçoit qu'elle exprime le fait que la fonction phi, qui associe à toute proposition le type de ces démonstrations, est un morphisme qui transforme les démonstrations en des types et surtout qui transforme l'implication des démonstrations en la flèche des types, c'est-à-dire l'opérateur qui permet de fabriquer le type d'un algorithme qui transforme des objets de type phi de A en des objets de type phi de B. De la même manière, comme le type des démonstrations de la proposition A et B est le produit cartésien du type des démonstrations de A et du type des démonstrations de B, on s'aperçoit que la fonction phi transforme la proposition A et B en le type phi de A croix phi de B, où le symbole croix désigne l'opérateur de produit cartésien. La fonction phi est donc un morphisme qui transforme l'implication en la flèche des types et qui transforme la conjonction en le produit cartésien. Ainsi, nous avons vu tout à l'heure que l'algorithme qui, à x et à f, associe f de x, était une démonstration de la proposition P implique Q implique Q. Nous pouvons dire maintenant que cet objet a le type phi de P implique Q implique Q. Mais en fait, comme on identifie les types et les propositions, nous disons simplement que cet objet a le type P implique Q implique Q. C'est d'ailleurs le type que, dans n'importe quel langage de programmation, on donnerait à cet algorithme. En développant cette idée, nous arrivons donc à la conclusion qu'une proposition A est démontrable si et seulement si il existe un algorithme qui est une démonstration de A, c'est-à-dire qui est de type A. Cette nature algorithmique des démonstrations a eu de nombreux impacts en logique et en théorie de la démonstration. En particulier, c'est un puissant guide quand on cherche à concevoir un langage pour exprimer des démonstrations dans le but de les archiver ou de les communiquer. Pour concevoir un tel langage d'expression des démonstrations, il devient possible de s'inspirer des nombreux langages que nous avons conçus pour exprimer des algorithmes. Inversement, pour concevoir de nouveaux langages d'expression des algorithmes, c'est-à-dire de nouveaux langages de programmation, il devient possible de s'inspirer des langages que nous concevons pour exprimer des démonstrations.